On va parler pour commencer de la chirurgie pédiatrique. Vous êtes attaché à la Fédération de pédiatrie, c'est bien cela? Oui, Euh, c'est-à-dire qu'on a effectivement une structure fédérative qui réunit toutes les spécialités de pédiatrie, y compris celle de chirurgie pédiatrique. Alors quand on parle de toutes les spécialités pédiatriques, on parle de quoi? Est-ce qu'on peut les rappeler brièvement? Ah bah, il faut faire toutes les Toutes spécialités les médicales et les spécialités, décliner voilà, quasiment pour voilà. l'enfant. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu plus mineures, comme la Ouais. rhumatologie qui en pédiatrie bon, existe mais pas très développée. Il y a des choses qui sont plus importantes. Et puis il y a des spécialités de la pédiatrie, comme la néonatologie par exemple, qui sont avec le pendant chez l'adulte de la gérontologie, une spécialité généraliste, mais liée à l'âge de l'enfant, qui est donc des nouveau-nés. On a une idée du nombre d'internes que vous accueillez régulièrement dans votre service? Alors, en chirurgie pédiatrique, on a 4 internes. En pédiatrie, évidemment, il y en a beaucoup plus, hein, il y en a Ouais, une vingtaine d'accord. à chaque stage. Alors comment est-ce qu'ils sont encadrés justement, ces internes? Comment ça fonctionne pour eux? Donc, ils sont encadrés comme dans tous les services, de façon à ce qu'ils aient une formation qui soit et spécialisée et généraliste, puisque c'est des futurs pédiatres ou chirurgiens pédiatres. En chirurgie, c'est une hyper spécialité, donc c'est quelque chose qui est assez pointu, mais généraliste dans le sens où on fait de la chirurgie viscérale, de l'urologie, de la chirurgie thoracique. Donc c'est une spécialité là encore plus par l'âge que par l'organe. Et de la même façon, en pédiatrie, il faut avoir des notions de médecine générale de l'enfant, mais aussi des hyperspécialités, puisqu'il y a des pédiatres qui vont se spécialiser en endocrinologie, par exemple, ou en neuropédiatrie. Vous travaillez aussi en partenariat avec d'autres établissements que... J'ai vu par exemple que vous travaillez avec Le Mans, Oui, donc dans le cadre de la subdivision, j'imagine aussi. oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on a des accords, des accords ou en tout cas des collaborations assez franches avec les hôpitaux de la subdivision. Par exemple, moi, je vais faire une consultation avancée à Saumur pour éviter aux patients de venir plutôt que voilà. Et donc, je travaille aussi effectivement avec Le Mans. C'est vrai que pour quasiment toutes les spécialités de pédiatrie, de chirurgie pédiatrique, il y a en tout cas une collaboration médicale, puisqu'il y a ce qu'on appelle des visioconférences hebdomadaires ou mensuelles, avec des échanges de données médicales, de présentation de dossiers, de conférences, de cours. C'est vrai que les outils informatiques nous permettent maintenant de partager beaucoup d'informations, car la particularité de la pédiatrie, enfin c'est pas que la pédiatrie, mais pour la pédiatrie c'est vrai, c'est qu'on a une médecine générale, mais on a aussi beaucoup de cas particuliers, puisque chaque malformation congénitale est rare. On a beaucoup de maladies rares. Donc, on ne rencontre très rarement ces maladies rares par définition. Donc, pour avoir l'expérience, pour pouvoir accueillir ces enfants au moment où on en fait le diagnostic, il faut un échange d'informations avec nos autres collègues pour partage d'expérience. Et donc, c'est un échange qui se fait au niveau local de la subdivision, mais aussi au niveau de la région et même essentiellement pour ce qui concerne la chirurgie pédiatrique au niveau de l'interrégion, c'est-à-dire de tout le Grand Ouest. D'accord, ok. Donc vous travaillez pas en circuit fermé, quoi. Vous travaillez Non, vraiment c'est en pas étroite l'esprit. collaboration Oui. avec différents établissements. On va parler médecine générale maintenant avec le professeur François Garnier. Beaucoup d'internes choisissent la médecine générale, en tout cas au CHU d'Angers. Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est tout simplement parce que la maquette qui est mise en place et mise en forme fonctionne bien. On essaye de la rendre attractive et d'avancer sur les points qui nous semblent essentiels, c'est-à-dire dépasser le cadre de la loi qui oblige à un stage en ambulatoire chez le praticien pour assurer, en tout cas à tous ceux qui feront de la médecine ambulatoire, au moins 2 stages et pour certains même 3, puisqu'on a développé des stages mère-enfant faits uniquement en ambulatoire Je vous écoute, oui. qui valide dans la maquette ce qu'on appelle à l'hôpital la gynécologie et la pédiatrie. D'accord. Alors, regardez, il y a une question qui s'adresse directement Oui. à vous, qui est posée donc par les internautes, Ouais. par les tweetos. Mm. Qu'en est-il du DESC urgence au CHU? Ouais. Alors, c'est une question à laquelle il faut évidemment répondre et je comprends très bien l'intérêt des étudiants qui sont en D4 à la poser. Euh, on facilite à Angers l'accès à tous les DESC qui sont accessibles à partir de la médecine générale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun blocage au niveau du département de médecine générale. C'est-à-dire qu'on les accueille vraiment tous. Après, la limitation, c'est en fonction de ce que la discipline qui va les former dans ce DESC, les urgences pour le coup, assure comme débouché. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'entrée qui est assez libre et puis la question du débouché qui est des fois un peu plus complexe. Pour répondre très précisément, pour le DESC de médecine d'urgence, c'est 10 places par an à Angers qui sont assurées.
Mais il y a plus d'étudiants qui arrivent en première année que ça, qui souhaiteraient faire médecine d'urgence. Et il y en a un certain nombre qui, au fil du temps, abandonnent cette idée, non pas parce qu'ils ne pourraient pas rentrer, mais parce qu'ils sont intéressés par autre chose. Les choses ne sont pas fixes, hein. D'accord, c'est pas figé. Non, du tout. D'accord. La maquette non plus d'ailleurs, elle n'est pas figée. Vous travaillez en étroite collaboration d'ailleurs avec les internes eux-mêmes pour essayer de répondre à leurs demandes, autant que faire se peut. La maquette de médecine générale, elle comporte des stages libres. Et en particulier, on invente sans arrêt des nouveaux lieux de stage, pas forcément de façon ponctuelle, mais qui sont agréés au fil du temps et qui sont plus ouverts sur l'extérieur que les services hospitaliers. Parce que c'est le besoin et le désir des internes, quoi. On est en train d'ouvrir des stages, par exemple, de médecine humanitaire, mais en France, hein, pas à l'étranger, en France. Hein, parce qu'il y a des besoins, qu'il y a des gens qui... Les questions de l'accès aux soins se posent sans arrêt. Et je trouve ça assez bien que les jeunes internes soient sensibilisés à ces choses-là, par exemple. Voilà. Hmm. Qui puissent s'y former. Édouard Fortier, je le disais, vous êtes le président de l'association des internes. Est-ce qu'on peut rappeler concrètement quelles sont les grosses missions ou fonctions en tout cas de l'association? Alors l'association que je préside a deux grandes fonctions. La première, c'est de créer du lien entre les internes par le biais de l'internat, c'est-à-dire qu'à l'internat du CHU d'Angers, on a une vingtaine de logements pour les internes qui arrivent faire leur internat de régions lointaines, hein, région PACA, etc., les échanges, les interchus, et ceux de la subdivision, de la région Hugo, des CHU du Grand Ouest. Par le biais des fêtes de l'internat, des repas le midi, des améliorés, etc. Et la deuxième grande fonction de l'association, c'est la représentation des internes au sein des structures officielles que sont l'administration du CHU, la faculté de médecine, l'université, évidemment. Toutes ces grandes questions-là, de mettre en place avec eux les réformes, par exemple la réforme du temps de travail qui a été démarrée avec l'apparition du décret de la réforme du temps de travail des internes au début de l'année. C'est formidable. On va écouter d'ailleurs, lire une question qui concerne justement ce fameux temps de travail. Comment se passe la mise en place justement de la réforme du temps de travail? Le décret est paru en début d'année. On espérait sa mise en place au début de ce semestre parce qu'il est toujours plus simple d'organiser les choses au semestre d'été. Mais elle a été reportée en attente de la parution des arrêtés d'application de ce décret. Et donc, elle doit être mise en place normalement au 1er novembre, enfin au début du stage d'hiver en novembre 2015 prochain. Là, actuellement, c'est une concertation qui a lieu entre l'administration et les différents services et les internes afin de mettre en place la réforme. Ce qui change, grosso modo, c'est que l'interne avait une semaine de 11 demi-journées, donc du lundi au samedi midi, avec un taux horaire quotidien qui n'était pas fixé. Et maintenant, la Commission européenne l'a fixé à 48 heures, puisque c'est le délai légal du travail maximal en Europe, au sein de la CE. Et donc, reste à nous de mettre en place cette réforme. Donc, 10 demi-journées de travail hebdomadaire avec 2 demi-journées de formation obligatoire, lissées sur 6 mois. C'est-à-dire que l'interne, sur une semaine, ne travaillera pas 8 demi-journées avec 2 demi-journées de formation, mais ça devrait être lissé sur 6 mois, permettant d'aller en formation complémentaire, en DU, en DIU, dans toutes les formations auxquelles ils peuvent avoir accès. Et quels que soient les secteurs choisis, quels que soient les secteurs choisis, tout en bonne intelligence avec les services, puisqu'on doit assurer aussi la continuité des soins. C'est tout l'enjeu. Voilà. Les internes qui peuvent venir vous saisir, ils le font pour quelle raison? Ils viennent vous voir pour quelle raison? Alors, ça peut être des questions pratico-pratiques. Ça peut être avoir une chambre à l'internat pour leur prochain semestre s'ils viennent d'une autre région ou commencer leur internat ici. Ça peut être des problèmes dans leur service. Ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Je sais pas, j'ai pas d'exemple précis qui me viennent. Ça peut être leurs conditions de travail. Globalement, sur le CHU d'Angers, tout se passe assez bien et tout s'arrange. Oui. Sur l'internat en lui-même qui a un petit peu évolué, j'imagine, au fil du temps. À l'internat, on est passé
historiquement des salles de garde à un self, à la rationalisation des cuisines de l'internat. Mais on a gardé une nouvelle salle, un jardin, il y a des salles de repos avec des baby-foot, des billards. On va avoir une nouvelle fresque aussi. Donc comme quoi, même si les salles de garde en France ont tendance à fermer, au CHU d'Angers, on en a quand même récupéré une toute neuve et qui va voir sa nouvelle fresque durant l'été. Donc on est très content. Bon, eh ben c'est bien, tant mieux Oui. pour eux. Professeur Poitvin, je disais que vous étiez donc le responsable de la chirurgie pédiatrique. On le disait tout à l'heure en introduction, le nombre d'internes au fil des années a eu tendance à augmenter vers vos services. Est-ce qu'il y a une explication toute simple à trouver? Est-ce que finalement vous avez un service en pointe par rapport à d'autres établissements de soins et de santé? Alors, par rapport à d'autres établissements, je ne vais pas faire de comparaison, mais c'est vrai que nous, on a essayé de développer la chirurgie mini-invasive de l'enfant, des techniques qui sont effectivement assez innovantes, de développer aussi des spécificités qui sont des spécialités à part entière, puisqu'on a par exemple un programme de chirurgie bariatrique de l'adolescent, et ça c'est rare en France, puisqu'il n'y a que 3 centres qui sont labellisés pour la pédiatrie. Donc, pourquoi? Parce qu'on avait un terrain, entre guillemets, pédiatrique qui était très favorable, avec une équipe d'endocrinologie qui était performante, avec un centre d'ID Capucin qui est un centre de rééducation fonctionnelle qui peut prendre en charge ces enfants. Et donc, ce qui fait que là, on a développé en chirurgie une spécialité, enfin une activité qui est en pointe pour le coup, alors qu'on est dans un CHU de taille normale, quoi. En tout cas pas un grand CHU parisien ou lyonnais. Et donc c'est vrai qu'on a comme ça développé un certain nombre d'activités qui fait qu'on peut être attractif même dans un CHU dit de province, entre guillemets. Oui. Ce qui fait que vous, ça n'a rien de péjoratif d'ailleurs de dire Ça l'est pas. province. Surtout pas d'ailleurs. Non, non. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs vous attirez de plus en plus d'internes dans votre service. Édouard Fortier, il y a peut-être une date aussi importante à préciser, c'est celle du mois d'août, à la fin août, pour l'accueil des nouveaux Tout internes. à fait. Le week-end du 29 août, qui est la partie organisée par les internes de cette campagne de communication, parce qu'aujourd'hui, ça en est le versant institutionnel et rigoureux de formation, d'information aux internes. Et nous, on leur propose un week-end pour venir tester et mettre en pratique tout ce qu'on leur a dit sur Angers et la région, pour venir voir si Angers peut faire ses preuves auprès d'eux avant leur choix. Donc c'est le week-end du 29 août, donc juste avant la début des choix de stage sur Céline. Ce sera barbecue pour tout le monde, c'est ça? Ce sera barbecue le midi, ce sera tonus le soir, ce sera activité nautique l'après-midi. Ce sera, s'il fait ce temps-là, ce sera très bien. Ce sera Oui, très réussi. Oui, c'est sûr et certain, il va faire ce temps-là. A priori, on a commandé le soleil. Bon, bah, c'est bien. Et puis la possibilité également de découvrir la ville, évidemment. 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 Merci à tous les trois d'être venus Merci à sur vous. ce plateau. Merci à vous. Merci également à vous toujours de votre fidélité. Ne partez pas, on vous propose tout de suite une vidéo de 2 minutes pour présenter justement l'établissement. À tout de suite.